Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Donc, nous sommes le 18 novembre, il est 21 heures et nous sommes au rendez-vous de Psychanalyse pour tous. Donc, pour ceux qui regardent ensuite cette vidéo sur YouTube, je vous rappelle que nous sommes en direct tous les mardis à 21 heures sur la page de Facebook Clémence Lenis, psychanalyste. Donc, ici, tout devrait être en ordre, tout devrait fonctionner correctement. Donc, bien le bonsoir. C'est bon pour le son. OK. Alors, nous sommes bien connectés. Bienvenue. Donc, comme je vous le rappelle, vous pouvez commencer par partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que nous puissions être plus nombreux à nous intéresser à la psychanalyse. Parce que c'est un instrument, comme vous êtes en train de le découvrir, que vous le savez déjà, c'est un instrument non seulement passionnant, puisqu'il parle de nous, non seulement c'est quelque chose qui nous fait du bien, sinon que c'est un instrument révolutionnaire. C'est un instrument révolutionnaire. Imaginons cette chose impossible, Féti, bonsoir, que nous puissions d'un coup tous nous psychanalyser sur la planète. Évidemment, ce serait une révolution mondiale qui serait en train de se faire, puisque oser se regarder d'une autre façon et pas comme on a l'habitude de le faire, comme on le fait tous les jours. Donc, il faut un certain courage, on va dire, pour se psychanalyser. Non, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est donc c'est un certain courage. Donc, nous sommes arrivés au chapitre 8. Bonsoir Michel. Martine, bonsoir. Au chapitre 8, donc pour continuer avec cette lecture de ce livre que je fais petit à petit pour vous montrer un petit peu à chaque épisode, on va dire, les choses intéressantes du livre et, euh, et surtout pour continuer à souligner cette importance de cette science psychanalytique, c'est-à-dire une science, euh, on va dire que comme toutes les sciences, et qui n'est pas parfaite, qui ne s'occupe, comme on avait vu, que dans le cas de la psychanalyse, que de l'inconscient refoulé, mais à savoir, bonsoir, d'accord, et donc que c'est un instrument du XXe siècle que nous pouvons tous utiliser. Alors, on va voir, justement, puisque on commence en parlant de science, on va faire référence à toutes les sciences en général, toutes les sciences modernes se progressent d'erreur en erreur. Claire, bonsoir. Non, c'est d'erreur en erreur, c'est-à-dire que une science ne n'est pas parfaite. Et d'ailleurs, elle ne sera jamais parfaite. Pour ce qu'elle puisse fonctionner, ben, il y a toujours un une énigme, on va dire, dans le sens où, par exemple, quand on dit que la psychanalyse fonctionne par après-coup, non, la psychanalyse fonctionne par après-coup, c'est-à-dire que c'est qu'une fois que j'ai les effets, le discours du patient que je peux interpréter, mais que je ne pourrai jamais produire toutes les causes qui ont produit le symptôme, par exemple. Avant la psychanalyse, on pensait qu'il fallait d'abord chercher les causes pour pouvoir déduire qu'à partir de ces causes, s'est produit le symptôme. Donc, comme quand les patients veulent comprendre. Je veux comprendre d'où ça vient, quelles sont les causes, d'où ça vient. Et ce que la psychanalyse va dire, que la psychanalyse dit qu'on ne peut pas expliquer à partir du passé ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qu'on peut faire, c'est interpréter. Interpréter à partir du discours du patient, on va pouvoir interpréter pour produire, on va dire, pour produire une cause, pour produire une raison, pour produire une phrase, on va dire, qui va venir d'une certaine façon expliquer un petit peu la production de ce symptôme. Mais dans le sens où on va dire que la psychanalyse, ce n'est pas une science parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir la capacité de produire toutes les causes qui ont produit, parce que c'est jamais une seule cause qui a produit le symptôme, sinon que c'est un ensemble de situations psychiques
qui ont produit le symptôme. Et que la psychanalyse, en plus, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est pouvoir interpréter, mais pas produire toutes, pas produire toutes les causes. Nala, bonsoir. Donc, on disait que toute science progresse grâce aux erreurs. Alors, quand on dit que toutes les sciences se progressent grâce aux erreurs, nous pouvons penser que pour nous, c'est la même chose. Dans le sens où nous aussi, grâce aux... Alors bien sûr, il faut corriger les erreurs. On on veut pas se maintenir dans la même erreur. Quand on dit, donc Freud, il disait dans ses textes, à quel moment le psychanalyste partage ses interprétations aux patients. On dit, Samuel, que on va interpréter quand le patient est sur le point lui-même de le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail qui a été fait pour qu'on puisse se permettre de le dire, pour qu'on puisse le dire que il puisse accepter la phrase. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui a été fait pour qu'il puisse accepter cette phrase, non, cette nouvelle phrase qu'il va et et de toute façon, nous ne sommes jamais assurés de rien, dans le sens où nous ne savons jamais si, quand est-ce que le patient vraiment va l'écouter. Non, c'est ça aussi, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que nous pouvons interpréter, mais le patient peut ne pas écouter. Et donc, il n'y a rien de produit. Donc, on disait que les erreurs, mais on peut interpréter de la mauvaise façon. C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. De mauvaise façon, ça n'existe pas. Bonsoir Omar. Non, de la mauvaise façon, ça n'existe pas. Ça veut dire, on ne peut pas interpréter de mauvaise façon. On peut interpréter quelque chose qui n'existe pas. On peut dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet. Ça, c'est possible. Mais si ça n'a rien à voir avec le sujet, ce n'est ni mauvais ni bon. C'est comme si ça n'existait pas. Bibi chérie, bonsoir. Hein. C'est-à-dire que ou on vise bien, ou ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de conséquences. Le patient, si moi je dis quelque chose à Samuel qui n'a rien à voir avec lui, ben, de toute façon, comme dans ce direct ce soir, il y a des choses que vous n'allez pas écouter. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec vous. Parce que ça n'a rien à voir avec vous, ou ça n'a rien à voir avec vous, ou vous n'êtes pas disponible pour écouter la phrase. D'accord? Je parle du patient qui interprète pas correctement. Ben oui, mais lui, il a le droit de ne pas interpréter correctement. C'est propre. Ben, heureusement, c'est pour ça qu'il vient, parce qu'il n'interprète pas ses conflits correctement. D'abord, il ne connaît même pas ses conflits. Non, le patient, il ne connaît pas ses conflits, puisque ses conflits sont des conflits psychiques. Donc, le patient, il arrive, il vient raconter ce qui lui arrive. Et de temps en temps, il vient donner ses propres explications, disant, voilà, ben oui, ben, il a le droit d'expliquer. Bonsoir Valérie. Non, c'est-à-dire qu'il a le droit d'expliquer comment lui, il voit les choses. Et il ne faut pas le corriger. Il n'y a pas à corriger, c'est sa manière de voir les choses. On ne va pas corriger. Ce qu'on va faire, c'est interpréter. Bon, donc on disait que nous progressons, nous les êtres humains, grâce aux erreurs rectification. Erreur rectification. Donc Freud disait, regardez, c'est très intéressant parce que vous voyez pourquoi Freud il a pu laisser cette œuvre. euh, on n'écoute que ce qui nous convient. Non, pas obligatoirement. Mais ce qui est intéressant, Freud il disait que, par exemple, quand il a découvert que le narcissisme était secondaire, par exemple, il a dit qu'il était heureux. Alors il dit bien sûr, on s'est trompé. Jusqu'ici, on s'est trompé. On avait mis le narcissisme comme primaire. Et en fait, on vient de découvrir que non, que le narcissisme est toujours secondaire. Et donc, c'était intéressant parce que lui, il se réjouissait quand il pouvait corriger une erreur. Il ne se lamentait pas en disant ah, j'ai erré tout ce temps. Sinon, qu'il disait j'aurais pu continuer à errer, mais comme je viens de corriger, ben, je suis content parce que du coup, maintenant, je ne suis plus dans l'erreur, en tout cas plus dans celle-là. Je dis ça car j'interprète souvent en séance en même temps que je raconte les faits. Bah oui, bah que c'est pas vous perdez, non, vouloir faire le patient et le psychanalyste, c'est 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 pas c'est pas ce qui nous convient. Non, chacun sa place. Vouloir jouer au psychanalyste en même temps qu'au patient, chacun sa place. Et donc justement, ce qu'on disait un petit peu, est de la même façon que il n'y a pas de traitement psychanalytique sans que le psychanalyste commette des erreurs ou commette une erreur, on va dire, non? Mais quelque part,
ce que nous disait toujours Ménassa, c'est qu'un psychanalyste parfait, en fait, ça ne permet pas pour le patient une identification, ça ne me permet pas le transfert. Qu'un psychanalyste qui fait des erreurs, c'est un psychanalyste, en fait, qui va permettre un meilleur transfert et va pouvoir s'établir le transfert. Parce qu'un psychanalyste parfait, bon, d'abord, ça n'existe pas. Non, c'est quelque chose de théorique, ça n'existe pas. Mais que, en fait, c'est comme une machine, un psychanalyste parfait. Donc, face à une machine, ben, il n'y a pas de transfert possible. Hein. Le transfert va être parce qu'il y a un être humain en face de moi. Hein. Et donc que les erreurs, bien évidemment, si elles existent, elles doivent être interprétées et rectifiées. Hein. C'est la méthode de la production des sciences et grâce aux rectifications des erreurs. Donc, si le psy parle peu, j'ai l'impression que ça renforce mes auto-interprétations. Ben écoutez, continuez, demandez une séance de plus, Samuel, demandez une séance de plus. Dans l'étude de la psychanalyse, donc toutes les erreurs ne vont pas être corrigées à l'instant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que nous avons tendance justement à vouloir tout corriger, ce que l'autre dit, ce n'est pas parfait ce que vous dites, ce n'est pas exactement la théorie, donc je viens, je corrige. Et aussi ce que nous disait Mélassa, que lui, il corrigeait pas tout le temps tout ce qu'on disait, parce que ben, quand on commence, en fait, on est tout le temps hors du champ quand on commence à étudier la psychanalyse. Mais on doit pouvoir parler, on doit pouvoir se tromper, et que petit à petit, par l'étude, par les lectures, ben, soi-même, on va rectifier. Ça ne fonctionne pas que tout par soi-même, non, mais que dans le sens où le professeur n'est pas là pour tout corriger en disant voilà la ligne qu'il faut suivre, sinon que c'est un processus pour chacun, un processus pour chacun. Non. Et que c'est pour ça que le travail doit être constant, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris à la première lecture, ni à la deuxième, ni à la troisième, et que tout d'un coup, on voit à partir de la 20e lecture. Hein. Bon. Donc, et que, puisque on continue à parler des erreurs, en fait, les erreurs, c'est quelque chose, bien évidemment, qui sont très faciles. Et qui sont très faciles principalement à cause de l'imperfection de notre appareil perceptif. Euh, Allez demander à votre psychanalyste. Je ne sais pas, dans le cas de Samuel, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de réponses. Demandez à votre psychanalyste. Non. Donc, on parlait des erreurs et que c'est des erreurs que nous faisons, nous, dans notre vie quotidienne, dans le sens où notre appareil perceptif ne capte qu'un tout petit pourcentage de la réalité. Non, Freud disait que notre inconscient a une capacité de capter ce qui se passe bien plus ample. Et quand les gens sont très névrosés, bien évidemment, ils ne voient pas grand-chose de la réalité. Ils ont leur réalité réduite. Mais quand on se laisse regarder, en fait, on se rend compte qu'on a une capacité d'observation bien plus grande que ce qu'on croyait. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien plus minime, on va dire, que ce que l'inconscient peut voir. C'est-à-dire que même si nous sommes, comment on va dire, même si nous sommes assez ouverts à tout ce qui se passe, c'est toujours minime la possibilité qu'a notre appareil de perception. Hein. C'est-à-dire que, et il va nous donner l'explication, il va dire par exemple, il donne un exemple une fois Freud pour montrer comment notre capacité justement de voir, non? Parce que il dit qu'il est en train de se promener sur une avenue, etc. Puis que tout d'un coup, il rencontre quelqu'un et quand il voit cette personne, il dit justement, j'étais en train de penser à lui. Et alors du coup, Freud il dit non, c'est pas vrai. C'est que je l'ai vu de loin, il dit. Je l'ai vu de loin, de manière inconsciente. Et du coup, j'ai pensé à lui, parce que je l'avais vu, mais pas de façon consciente, hein, pour voir. Donc, c'est pour ça que notre appareil perceptif, on va dire, il est assez réduit. Et, et donc, c'est pour ça qu'il faut étudier, Samuel, les théories, pas. Mais bon, s'analyser, c'est pas aller chercher les réponses. Et les réponses, elles viennent.
Elles arrivent, elles se produisent, mais on ne peut pas aller chercher quelque chose. De toute façon, dans la vie, c'est la même chose. On ne peut pas aller chercher des choses dans la vie. On doit continuer à vivre et se laisser surprendre parce qu'il va se produire autour de nous, parce que ce que nous allons produire, c'est-à-dire que c'est que tout d'un coup, il va y avoir des rebondissements. On va dire, ah, ça, je ne l'avais pas vu. Ah, ça, je ne me rendais pas compte. Non, c'est ça la vie. C'est, tiens, quelle surprise. Parce que s'il n'y a pas de surprise dans la vie, ça veut dire que je veux tout calculer, je veux comprendre, avoir les réponses avant de vivre, savoir ce qui va se passer. Donc tout ça, obligatoirement, là, ça fait disparaître, Christine, bonsoir. Et, et- mais que ça fait disparaître les surprises. Et une vie sans surprise, ben, c'est une vie qui a perdu un petit peu de sa monotonie, qui a gagné un petit peu en monotonie, non, on va dire. Donc l'appareil perceptif, on va parler de cet appareil perceptif aussi, non? Par exemple, vous l'avez vu, c'est-à-dire que quand il y a des situations dans notre vie quotidienne où on va dire, on va chez un ami, on va dire, ah, t'as changé tes rideaux. Et il va dire, non, c'était les mêmes, ils ont toujours été là, mais sauf que toi, tu les avais pas vus. C'est-à-dire qu'une fois que... Et en plus, ça c'est intéressant parce que c'est, en général, on se rend compte de certaines choses. Ah, tu t'es coupé les cheveux. Ah bah oui, mais ça fait déjà 3 semaines, non? Par exemple. Donc, et ça, ce sont des choses qui nous arrivent à tous dans différents moments de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas notre appareil perceptif. Et ça, c'est la conscience. Et la conscience, elle ne nous donne qu'un élément assez réduit de la réalité. On va dire assez réduit de la réalité. Néléa, bonsoir. Et Kayla, bonsoir. Donc la psychanalyse, ce qu'elle dit, c'est que la conscience aussi, c'est un appareil perceptuel, c'est-à-dire qu'avec notre conscience, c'est pas simplement, non, elle paraît ample, notre conscience. Ben, elle est minime par rapport à la conscience. Et en plus, tout ce que nous recevons de l'inconscient, c'est quelque chose qui a été déformé. C'est quelque chose qui, en fait, les informations que nous donne la conscience, ce n'est pas la réalité, c'est toujours quelque chose de erroné. Et quand on pense à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a choisi cette personne? Maintenant, nous allons voir, après cette petite introduction, nous allons voir l'interprétation des rêves. Alors, l'interprétation des rêves, c'est la méthode. Alors, je répète, la psychanalyse, on dit que le champ de la psychanalyse, c'est l'appareil psychique. D'accord? Dès qu'on sort de l'appareil psychique, qu'on s'en va dans la vie du patient, chez son frère, chez sa sœur, chez son mari, tout ça, non? Alors là, on est sorti du champ psychanalytique. Donc, le champ psychanalytique, c'est le psychisme. Et le psychisme, pour pouvoir avoir accès à ce psychisme, il va falloir produire l'inconscient. Et donc, c'est-à-dire que l'objet de connaissance de la science psychanalytique, c'est l'inconscient. C'est le concept d'inconscient qui va se produire dans un travail analytique. Et comment nous allons faire pour le produire? Donc, il existe une méthode et il existe une technique. La méthode, c'est la méthode d'interprétation et la technique, c'est le transfert en association libre ou l'association libre en transfert. Amel, bonsoir. Non, plutôt, c'est l'association libre en transfert. Ça, c'est le terrain sur lequel nous allons travailler. Et la méthode, ça va être une méthode d'interprétation. C'est-à-dire le travail qui va se faire pour pouvoir mobiliser les forces ou l'énergie de l'appareil psychique, c'est-à-dire pour pouvoir intervenir dans l'appareil psychique, ça va être grâce à l'interprétation. Donc, l'objet de connaissance va déterminer la méthode. C'est parce que cet objet de connaissance, en fait, n'est nulle part. Il n'existe nulle part, l'inconscient. Où il est? Je vais aller voir l'inconscient. L'inconscient n'existe nulle part, Nidal. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand je crois l'avoir, quand je crois savoir ou comprendre ou le posséder, c'est qu'il s'est transformé en autre chose. Non, c'est-à-dire que quand on dit que l'interprétation, elle va mettre des mots sur quelque chose d'inconscient, elle va produire l'inconscient, mais une fois qu'il y a des mots, ce n'est plus l'inconscient. L'inconscient est inattrapable. D'accord? Il n'est pas possible de l'appréhender. Et il se transforme tout de suite. C'est-à-dire que quand j'énonce une vérité, elle m'échappe tout de suite pour devenir autre chose. Et quand j'arrive à le fixer ou que je crois que je l'ai fixé, ce n'est plus l'inconscient.
Ce n'est plus l'inconscient, il est devenu connaissance, non? Comme dans le cas de l'interprétation. Quand on va interpréter un patient, hein, c'est ce qui, au départ, n'était pas connu du patient, va se produire comme une connaissance, hein, quelque chose qui... Et ça, c'est ce que va produire l'interprétation. C'est-à-dire qu'elle va mettre des mots, et c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter n'importe quand, elle va mettre des mots sur quelque chose où en fait, pour le patient, il n'y avait pas encore de mots, hein. Comment se fait le changement thérapeutique après l'interprétation psychanalytique? Ah, ça c'est une bonne question, Féti. Alors après l'interprétation, Freud il va nous dire qu'il y a plusieurs manières de voir si il y a eu interprétation ou il n'y a pas eu interprétation. En fait, on peut voir qu'il y a interprétation, mais ce n'est pas le but du travail. On n'est pas là pour observer les résultats du travail qui a été réalisé. D'accord? Ça, c'est ce que va faire le patient. Ça, c'est ce que va faire. Ah, ça me sert à rien. Ce que vous faites, je suis toujours dans la même merde. C'est nul ce qu'on fait ici. Ta, ta, ta. Donc, par exemple. Donc, le patient, par exemple, c'est ce qu'il va nous dire. Mais nous, de toute façon, on n'est pas là pour observer, sinon on peut lui faire remarquer, ah ben non, la situation n'est plus tout à fait la même que quand vous avez commencé. Regardez, ta, ta, ta. Mais c'est pas notre travail. Nous, on doit le lui souligner pour l'aider à ouvrir les yeux. Mais c'est pas notre travail. Nous, on va pas observer ça. D'accord? C'est pas ça qu'on écoute, c'est pas ça qu'on observe. Mais il y a eu interprétation quand il y a une modification du patient. On va dire ça dès la bonsoir. C'est-à-dire que quand le patient commence à parler d'une autre façon, baby chérie, non, comme le temps qui passe. Non, que c'est quelque chose comme le temps qui passe. C'est pas quelque chose qu'on va regarder non plus, hein. Et c'est quand il a eu... Alors, après, Freud, il va nous dire, par exemple, mais ça, ce ne sont pas non plus... Parce que la véritable interprétation, c'est quand il y a transformation du patient. Mais des fois, le psychanalyste peut interpréter et le patient ne se transforme pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se transformer. Parce que ou il n'entend pas, ou il ne veut pas appliquer, ou il veut que ce soit à partir de la conscience. Oui, vous me dites que ceci, mais il veut voir la transformation. Donc, non, il veut pas accepter de se transformer. Il y a beaucoup de choses que ce n'est pas facile, la psychanalyse, ce n'est pas facile. Parce qu'après, il y a, Hakim, bonsoir, il y a aussi tout ce qui entre en jeu dans la reconnaissance. C'est-à-dire que se transformer, il y a des patients, par exemple, qui arrêtent leur psychanalyse parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais pour ne pas montrer les résultats aux psychanalystes. Pour ne rien montrer, pour ne pas avoir de reconnaissance, pour ne pas avoir à dire merci. Et donc, ils interrompent le travail analytique et ils vont... et ils se sont transformés, mais ils ne veulent pas le montrer. Que ce n'est pas facile d'avoir de la reconnaissance. C'est aussi quelque chose qui est difficile. Les êtres humains, en général, nous ne sommes pas très reconnaissants, sauf avec notre maman. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Allez, on continue. Donc, on parlait de l'interprétation, on parlait du travail d'interprétation, hein. Et on parlait que l'interprétation, en fait, c'était la seule manière de... et Samuel, on va pas, je continue. L'interprétation psychanalytique existe, c'est la méthode de la psychanalyse parce que l'inconscient ne montre que ses effets. Il ne se montre jamais. Donc, pour pouvoir le faire apparaître, il faut l'interpréter. Sans interprétation, on ne peut pas voir l'inconscient. On va dire l'inconscient n'est pas là, non? Il y a obligatoirement un travail d'interprétation qui est nécessaire, hein. Un travail de construction pour pouvoir dire que tel effet, par exemple, un symptôme a été produit par une pensée inconsciente. C'est une pensée inconsciente qui a produit tel symptôme, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une manière, bon, ou plutôt c'est la manière qui existe pour que le patient arrive à son inconscient, grâce à l'interprétation, hein. Et, mais Freud, il va dire que, en fait, il n'existe pas une manière pour que le patient arrive à son inconscient directement, parce que ce serait supposé, et regardez ça, c'est très intéressant, parce qu'il dit, ce serait supposé que entre la conscience
et l'inconscient, ce serait comme deux localités différentes. Alors je passerai, non, comme d'une chambre à une autre. Je suis dans la chambre inconsciente, je me rends compte de rien, et quand je passe dans la conscience, ça s'allume et je vois quelque chose. Et en fait, Freud, il dit que non, il ne s'agit pas de localité, non. Conscient ou inconscient, et c'est-à-dire c'est que si l'événement, ce qui arrive au sujet, est lié à des représentations verbales ou n'est pas lié à des représentations verbales. Rappelez-vous que dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Il y a le langage, mais il n'y a pas de mots. Les représentations verbales apparaissent que dans le préconscient. Alors, quand nous commençons la lecture de l'interprétation des rêves, parce que quand on parle de la méthode de l'interprétation, ben, évidemment, on va parler du livre de l'interprétation des rêves et que le premier chapitre s'appelle La méthode de l'interprétation. Et quand nous commençons donc la lecture de ce livre sur l'interprétation des rêves, Freud va nous dire tout de suite que le rêve a un sens, que les rêves ont un sens. C'est la première affirmation qu'il va présenter. Et ensuite, quand on continue à lire, puisqu'il faut continuer avec précision à lire, il va terminer le chapitre en disant, en précisant, le rêve a un sens après le travail d'interprétation. C'est-à-dire que le rêve n'a aucun sens tant qu'il n'est pas interprété. Il n'a aucun sens pour le sujet, il n'a pas de sens. Il a un sens que si on fait le travail d'interprétation. D'accord? Donc, et il va nous dire, et quel est le sens du rêve? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on rêve, tous les rêves ont le même sens. Tous les rêves ont le même sens. Alors bien sûr, après, il faut interpréter ils ont le même sens de façon théorique. C'est-à-dire qu'il va dire, le rêve a un sens. Et son sens est une réalisation de désir. Tous les rêves, avec l'interprétation, parce que sans interprétation, c'est rien, non? C'est la psychanalyse. Si on utilise une autre méthode, on va dire, c'est autre chose. Mais dans le terrain de la psychanalyse, rappelez-vous, nous sommes dans le terrain de la psychanalyse, sans l'interprétation, un rêve, c'est rien du tout. D'accord? Il faut l'interprétation. Et il dit que le sens de l'interprétation de l'interprétation d'un rêve, c'est une réalisation de désir. Et de quel désir? Quel est le désir qui est réalisé dans les rêves? Parce qu'il dit en fait c'est le désir de base. Après, de façon particulière, puisque chacun a sa manière de fabriquer ses rêves, de façon particulière, ça va être autre chose, mais que le désir qui va être réalisé dans chacun de nos rêves, c'est un désir sexuel, infantile et refoulé. Rappelez-vous que ce que nous dit la psychanalyse, c'est que la psychanalyse s'intéresse à l'inconscient refoulé. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient refoulé? Des désirs sexuels infantiles refoulés. C'est ça qu'il y a dans l'inconscient. Des désirs. Des désirs sexuels infantiles et refoulés, c'est-à-dire des désirs interdits. Eh bien, pendant la nuit, ce que nous allons faire, c'est réaliser des désirs interdits. C'est réaliser des désirs interdits. Alors, quand on dit aussi, parce qu'il faut toujours réajuster un petit peu les définitions. Chaque terme a une définition. Alors, en psychanalyse, on dit que les définitions ne sont jamais fermées. Non, ça va nous le dire Freud dans le chapitre sur les pulsions. Il va dire on ne peut pas enfermer des concepts dans des définitions. Parce qu'en fait, ces concepts existent toujours en relation avec d'autres concepts. Donc, une définition ne peut pas enfermer dans une définition. Mais ce que nous pouvons rappeler et préciser, c'est qu'en psychanalyse, quand on dit sexuel, il ne faut pas le confondre avec ce qu'on appelle génital. Le sexuel, Ménassa dit dans le livre, il dit que le sexuel, c'est ce que nous devons tous supporter parce que nous appartenons d'un côté au règne animal et au règne humain. Donc nous avons une génitalité parce que nous appartenons au règne animal, que nous fonctionnons pour la reproduction, et nous appartenons au règne humain, et donc nous avons une partie qui est sexuelle et qu'on va parler, et qu'on va dire parler, c'est sexuel chez l'être humain. Hein. Donc le génital, c'est ce qui sert à la reproduction, et le sexuel, c'est tout ce qui est touché par la parole.
Et le génital aussi, bien sûr, si le génital est touché par la parole. C'est-à-dire, ma sexualité, c'est tout ce dont je suis capable de parler. Hein. Mais pas seulement de parler, sinon de faire aussi. C'est-à-dire que, euh, on va dire, faire l'amour, ce n'est pas simplement avoir des rapports sexuels avec une autre personne. Donc, faire l'amour, il y a de nombreuses manières pour l'être humain de faire l'amour. Et, entre autres, on va dire, parce que l'être humain, bah, il parle. Et ça, c'est une de ses activités sexuelles, on va dire, principales. Hein. Et il parle, et à cause de ce langage, névrose et psychose sont comme le rêve en inconscient. On doit écouter Fétis, c'est pas qu'ils sont comme le rêve. Non, ils sont d'une production, on va dire que le rêve se produit de la même façon qu'un symptôme névrotique. C'est vrai. Mais, et que nous devons écouter le récit du patient comme si il nous racontait un rêve. Et ça, c'est important de le souligner, parce que ça, c'est très intéressant dans le sens euh, d'écouter des rêves, dans le sens où je ne vais pas chercher si c'est vrai, si c'est bien, si c'est mal. Non, c'est comme un rêve qu'il me raconte. Je rentre pas, j'écoute pas la vérité de ce qu'il me dit. Hein. Alors, pour les bipolaires, les rêves portent sur quel stade de développement de la libido? Alors, Nalal, je suis désolée de vous décevoir, mais nous sommes tous bipolaires. Qui n'est pas bipolaire? Dites-moi un petit peu, qui n'est pas bipolaire? Nous sommes tous bipolaires. Non. Après, il y a des gens euh, on va dire que les personnes, non, les bipolaires, ce sont des gens qui sont déprimés, qui souffrent de grandes dépressions et qui, dans un autre côté, vont souffrir de manie. Non. Mais ça, c'est l'exagération. Mais les bipolaires, nous sommes tous bipolaires. Hein. Et le stade de la libido, ben, il faut étudier la mélancolie. Non, la mélancolie, le stade de la libido, c'est au stade du narcissisme. Est-ce que même chose pour les dessins et les jeux chez l'enfant, c'est-à-dire désir sexuel refoulé jusqu'à preuve du contraire? Non. Quand on dit que le désir, c'est un désir infantile, c'est-à-dire c'est un désir que nous avons oublié, il a été refoulé. Nous le savons de façon théorique, mais nous ne savons ça, il n'y a pas moyen ni de se rappeler, ni de rien du tout. C'est quelque chose de théorique. C'est une production théorique. Ceux qui ont des difficultés à parler, bah oui, bah il faut qu'ils apprennent. Exactement, Samuel. Il y a des gens qui ont des difficultés à parler. Et il y en a qui se laissent prendre par leurs difficultés, c'est-à-dire comme ils ont des difficultés, bah, ils disent la psychanalyse, c'est pas pour moi. Au lieu de se rendre compte que bah, ils peuvent apprendre. Ils ont un espace pour apprendre. Parce que c'est très important de pouvoir parler. Il y a des couples qui ne peuvent pas avoir à peine de relation parce qu'ils ne savent pas se parler. Ils ne savent pas dire les choses, ou même à eux-mêmes. C'est pas simplement, ils le voient en couple, ils se rendent compte parce qu'il y a quelqu'un qui est devant, il dit peut-être qu'il faudrait que je parle, mais je ne sais pas quoi dire. Ou si je dis ça, qu'est-ce que je dois dire? Quand est-ce que je dois le dire? En plus, il y a plein de gens qui pensent que les phrases doivent arriver au bon moment ou doivent être dites à l'heure qu'il faut. Hein. Donc, effectivement, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à parler. On croit que c'est comme apprendre à écrire. Parce qu'on sait faire la lettre A ou la lettre B, on croit qu'on sait écrire. Non, il faut aussi apprendre à écrire. Tout est à apprendre, Samuel, chez l'être humain. Tout est à apprendre et s'analyser aussi. Il faut apprendre à s'analyser. On n'arrive pas en analyse en disant ça y est, je sais m'analyser, je viens, comme je le fais, je sais. Non, comme tout le reste. Vous commencez à jouer au tennis, bah, il faut apprendre à nager, tout bouffe. Mais pas toutes les choses qu'on a faites, qu'on a dû commencer à apprendre. C'est une quantité infernale de choses que nous devons apprendre, les êtres humains. Et qu'en plus, continuer à apprendre, c'est quelque chose qui nous rajeunit. Continuer à apprendre, se sentir un petit peu stupide en disant je n'y arrive pas. Ça, c'est quelque chose qui appartient pour les enfants. Les enfants, c'était ceux qui disaient j'y arrive pas. Mais les adultes, ben, il y en a plein qui préfèrent ne jamais plus dire je n'y arrive pas. Et donc, ils pensent ou ils se trompent eux-mêmes en pensant ou que dans la vie réduite qu'ils ont l'impression qu'ils savent tout faire. Peut-être.
Hein. Ils préfèrent ne plus avoir à apprendre pour pas se sentir stupide, un petit peu. C'est pas stupide, c'est un petit peu ignorant. Quand on sait pas faire certaines choses, bah, on est un petit peu ignorant, bah oui. Et on a la possibilité d'apprendre. Et en plus, on a la possibilité d'apprendre à n'importe quel âge. Certaines personnes ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Mais pas simplement les émotions, simplement à parler, simplement à dire, j'ai rendez-vous chez le dentiste demain. Je veux dire que c'est pas simplement parler des émotions. Il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir dire certaines phrases sur leur vie quotidienne. C'est le nombre de couples qui vivent en silence, qui ne disent rien, qui ne se disent rien. Alors bien sûr, il y a des malentendus à n'en plus finir, parce que j'imagine que l'autre, j'imagine que l'autre, j'imagine que l'autre, et je vis dans mon imagination, parce que s'il n'y a pas d'échange, alors dans quel... hein. C'est pas simplement les émotions, c'est aussi la vie quotidienne, pouvoir transmettre à l'autre, pouvoir parler, pouvoir écouter ce que va me dire l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc on disait que comme l'être humain, il parle, ben, il va tout troubler. Parce que la particularité de cet être humain, c'est que ben, sa biologie, elle n'est pas vraiment biologique, que son anatomie, elle n'est pas comme dans les livres, que tout a été touché par la parole. Et comme tout a été touché par la parole, en fait, tout est bouleversé chez l'être humain. Vous vous rappelez ce cas de ce patient français qui, ben, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, ça a été sorti en France, ça fait déjà pas mal de temps, mais je n'étais pas informée à temps, mais j'ai vu qu'il y avait un Français, je crois, qui arrivait à vivre avec un cerveau, mais un 10% du cerveau que nous on utilise. C'est-à-dire que la médecine aurait dit non, celui-là, il ne peut pas vivre comme ça. Et pourtant, il vivait avec 10% de son cerveau. C'est-à-dire que les êtres humains, ils se transforment, non, ou quand la médecine dit, quand la médecine donne ses pronostics et que l'être humain, ben, il va vivre beaucoup plus de temps que ce que la médecine, ou quand il dit, et avec ce qui lui est arrivé, il aurait dû mourir, ben non, son instinct de vie, non, va sauter toutes les limites que la médecine comprend, non? On peut avoir été conditionné à se taire enfant pour faire face au père. Voilà, 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 voilà. Encore une fois, c'est à cause de papa, à cause de papa, à cause de papa. Non, on doit apprendre. Tous les êtres humains ont dû apprendre. Alors c'est vrai qu'il y a des familles où dans les familles, ils ne nous laissent pas parler. Pratiquement dans toutes les familles, Samuel, on ne nous laisse pas parler. Ah, dis pas ça parce que ceci, ah, dis pas ça parce que cela. Et on fait taire le petit enfant qui est en train de commencer à apprendre à parler, on le fait taire parce que ça dérange ce qu'il dit. Il y a très peu, quand on voit le cas du petit Hans, par exemple, de Freud, où qui est très intéressant le cas, parce que les parents, ils le laissent parler, ils le laissent montrer tout son intérêt qu'il a, les choses de la vie, qui s'intéresse à la sexualité, s'il a un zizi, s'il n'a pas un zizi, tout ça, ils le laissent parler. Tandis que les adultes, non, nous, on ne le laisse pas parler, on les freine, on les censure, on leur dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça tu peux pas dire ça. Ah, les gros mots, il ne peut pas dire de gros mots. Alors vous voyez comment on les censure? Non, si le mot il est passé, le mot il est passé, il l'a appris. Pourquoi on va le censurer? Après, donc on est tous passés par des censures. C'est pour ça que apprendre à parler librement et à pouvoir s'exprimer en liberté sans qu'il y ait personne qui nous juge, ben c'est un apprentissage et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, euh, on parlait de notre anatomie qui est complètement touchée par la parole et qui fait que l'être humain a cette capacité de produire des choses inattendues, des choses inattendues. Et Freud, il va parler quand il va s'intéresser, puisque lui, c'est un des premiers à s'être intéressé à la sexualité infantile, infantile, à la sexualité des enfants. Et c'est donc très intéressant de s'intéresser à la sexualité des enfants, ce que là aussi on pourrait critiquer tout ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout chez les professionnels de la santé, par exemple, ou chez les parents, ou chez les éducateurs, où personne ne veut rien savoir de la sexualité des enfants. Hein, on ne veut rien savoir. Alors, au lieu de s'intéresser un petit peu à leur sexualité, ben, on leur met des étiquettes et on dit qu'ils sont
PTA, HTP ou je sais pas quoi, et on leur donne plein d'étiquettes de tout genre, au lieu d'écouter que simplement ce sont qui sont en train d'apprendre et qui se retrouvent face à leur sexualité, qui n'est pas facile du tout à se rendre compte de tout ce qui se passe. Bon. Et on va dire que Freud, quand il justement, donc il va étudier cette sexualité et il va parler de la sexualité des enfants et qui va appeler cette sexualité polymorphe perverse. Alors vous voyez, nous avons tous commencé avec une sexualité polymorphe perverse. Après, il va falloir renoncer, bien évidemment. On ne peut pas, après, à l'âge adulte, continuer avec cette sexualité. Il va falloir renoncer. Non seulement de renoncer à nos objets d'amour, nos premiers objets d'amour, sinon à nos manières de satisfaire, de nos satisfactions, non? Quand on suçait son pouce et la grande satisfaction que nous donnait sucer son pouce, ben, on va devoir renoncer à sucer notre pouce, non? Donc, et, et que cette sexualité, en fait, polymorphe perverse, c'est à cause, c'est pas parce que l'enfant c'est un pervers, c'est parce que nous parlons, parce que l'enfant est tombé dans le langage. Il est tombé dans le langage à la naissance et que ça a créé de multiples formes de perversion, le langage. Hein, parce que tout est dévié, tout est bouleversé chez l'être humain à cause du langage. C'est que tout ce qui est normal chez l'animal, par exemple, eh ben, il est troublé, dévié, bouleversé chez l'être humain. Rien n'est normal chez l'être humain. Rien. Ou les enfants, non, les parents font l'amour et les enfants arrivent trop vite, ou ils n'arrivent pas à temps, ou on doit les attendre, ou ils sont pas fertiles, ou ils sont trop fertiles. C'est jamais comme on veut, c'est jamais comme on veut, non? Donc ce bouleversement, cette perturbation, on va dire ce renversement, ce dérèglement que produit l'être humain parce qu'il parle, eh ben, est dû à cause du désir. À cause du désir. Parce que le désir, il a cette particularité, la même particularité, on va dire que la particularité de l'inconscient, c'est-à-dire que le désir, lui, le désir de l'être humain, il désire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il désire n'importe quoi dans le sens où il ne juge pas, il ne pense pas, il ne calcule pas. La seule chose qui l'intéresse, le désir, c'est s'exprimer, se transformer en autre chose. Donc, pouvoir passer la barrière et pouvoir s'exprimer. Par exemple, moi je suis en train de parler et si tout d'un coup je fais un lapsus, bah, c'est le désir inconscient, poum, qui s'est glissé et qui est venu produire et dire quelque chose de ma vie sexuelle, dans un direct sur Facebook. J'en ai déjà fait des lapsus, non? Que c'est déjà des choses, c'est-à-dire que l'inconscient, ce qu'il cherche, c'est à s'exprimer. Le désir, ce qu'il cherche, c'est à s'exprimer. Et ça lui est égal que je sois en direct devant tout le monde sur Facebook. Lui, il fait passer son, non, il fait passer sa réalisation de désir. Un désir sexuel infantile et refoulé ou réprimé. Non, parce que les lapsus aussi, c'est une réalisation de désir sexuel infantile et refoulé. Hein. C'est-à-dire que le désir inconscient peut désirer n'importe quoi, non, n'importe quel objet. Et on va dire que l'inconscient, ou, ou le sujet psychique, il peut désirer n'importe quoi. Alors, c'est pas qu'il va désirer n'importe quoi, c'est qu'il peut se satisfaire avec n'importe quel objet. Il peut se satisfaire avec n'importe quel objet. N'importe quel objet donne la satisfaction à la pulsion, à cette énergie psychique. C'est pour ça que peu importe l'objet. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'une personne, Freud va nous dire qu'une personne saine, c'est une personne qui a la capacité de substituer un objet par un autre. Par exemple, hein, quand on rentre du travail, ben, je dois être capable d'abandonner mon travail pour m'intéresser à autre chose. Ou quand j'ai la capacité de changer d'une activité à une autre. C'est pas simplement quand j'ai perdu quelqu'un et que je dois produire une autre personne ou quand j'ai perdu une situation de pouvoir remplacer pour produire une nouvelle situation. Hein, que ça, c'est une capacité de la libido, c'est une capacité de tous les êtres humains. Et celui qui n'a pas sa capacité, cette capacité, ben, il doit se psychanalyser. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut récupérer
récupérer ou gagner ou fabriquer ou produire en psychanalyse, c'est-à-dire une mobilité de l'énergie psychique, de la libido, pour que la libido puisse remplacer, remplacer une situation par une autre, pouvoir produire une nouvelle situation sans s'éterniser sur quelque chose qui n'existe plus. Quelque chose qui n'existe plus. Hein. Estelle, bonsoir. Mais c'est bien, bienvenue Estelle, vous êtes arrivée. Donc, ça c'est quelque chose qui est important. Hein. Alors ensuite, bon, je crois que tout ce que j'avais préparé aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir le transmettre, j'en avais préparé trop. Et quand on parle du désir, hein, ben on doit tout de suite parler de l'angoisse. Parce que ça va être associé. C'est-à-dire que là, dans le livre, Menassa, il associe tout de suite. Il parle, il dit, le désir inconscient s'exprime de toute façon. Le désir inconscient, quoi qu'on fasse, il va s'exprimer. Alors, des fois, il s'exprime contre nous, hein, mais il s'exprime. C'est pour là ça qu'il va dire qu'il faut apprendre à se débrouiller avec l'angoisse. Et se débrouiller avec l'angoisse, la meilleure chose pour se débrouiller avec l'angoisse, c'est cesser de la sentir. C'est quelque chose qui est possible. L'angoisse, elle va faire partie de notre vie. Toute notre vie, elle va être là. Elle va nous accompagner tout au long de notre vie. Pourquoi? Parce qu'elle est associée au désir. Si nous désirons, nous avons de l'angoisse. Mais on n'est pas obligé de la sentir. C'est pour ça que se débrouiller avec l'angoisse, ça veut dire cesser de la sentir. Mais l'angoisse peut se sentir, par exemple, face à certaines choses que l'on craint. Quand on craint quelque chose, quand on craint, par exemple, on va dire, un chanteur peut craindre qu'il va monter sur scène et que si tout d'un coup sa voix disparaît au moment où il monte sur scène, il va craindre ça, il va avoir son petit trac, son angoisse. Créer une nouvelle philosophie de vie pourrait mobiliser notre libido. Oui, pourquoi pas. Et on va dire non, c'est-à-dire par exemple où à chaque fois donc il y a le track pour les artistes quand ils doivent monter sur scène, il y a par exemple un élève qui a beaucoup étudié et qui tout d'un coup il a un examen et qu'il craint d'échouer. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de situations en fait dans notre vie où nous avons la possibilité de craindre que les choses ne vont pas bien se dérouler ou ne vont pas se dérouler comme nous aimerions qu'elles se déroulent. Non. Et que l'angoisse, entre autres choses, c'est parce que nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose en nous que nous ne sommes pas capables de gérer, que nous ne sommes pas capables de voir, que nous ne sommes pas capables de nous rendre compte de ce qui nous arrive, de ce qui se passe. Donc que ça peut surgir, que c'est le chanteur qui pense qu'il va rentrer sur scène et qui il sait que tout d'un coup sa voix peut disparaître. Et il peut devenir aphone devant le public. Ça a déjà arrivé d'ailleurs. Non? Et non, que c'est quelque chose qui existe. On craint de stagner aussi, par exemple. Hein. Et donc, c'est-à-dire que l'être humain, il souffre d'angoisse parce qu'il sait qu'il n'a pas main mise sur tout ce qu'il est. Non, il n'a pas main mise, qu'à tout moment, il y a quelque chose qui peut se manifester et qui soit une surprise pour lui. Hein. Euh, Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et ça, c'est quelque chose aussi que on va apprendre dans une psychanalyse, c'est-à-dire à accepter la surprise que nous pouvons produire, les surprises qui vont apparaître dans notre vie. Et au lieu de penser que je vais rater l'examen, c'est pas si grave, que je vais devenir aphone, qu'il y a peu de possibilités que ça arrive, non? Que ça peut arriver, mais bon, si on se psychanalyse, ce sont des choses normalement qui vont moins se produire quand on se psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle va venir montrer un petit peu nos contradictions. Elle va venir mettre en évidence nos contradictions, donc après, on n'a plus besoin de les mettre sur scène, justement, nos contradictions. Non, parce que les gens par exemple, aujourd'hui, on me racontait qu'il y avait une personne qui était sortie de chez elle et qu'elle avait oublié ses clés. C'est qu'il y a des contradictions. Hein. J'ai oublié mes clés chez moi, c'est que j'ai des contradictions entre ce que j'aimerais faire, ce que je voudrais faire et ce que je fais. Il y a des contradictions. Et donc, obligatoirement, après, je me retrouve
les clés sont restées à la maison, donc voilà, ça bouscule tout mon planning, toute ma journée est bouleversée parce que j'ai un oubli incommode, on va dire, hein. C'est pour ça qu'il faut apprendre à parler, parce que ça, c'est quelque chose que la personne n'a pas dit. J'oublie mes clés, c'est quelque chose parce qu'il ne s'agit pas de résoudre les contradictions, il s'agit de pouvoir en parler, de se rendre compte, ben oui, que je fais ça, mais j'aimerais bien faire ça. Ben oui, ou j'aimerais bien faire ça, et pourtant je fais ça. Ben, de pouvoir en parler, et que petit à petit, ben, que les choses s'ajustent un petit peu plus, c'est-à-dire que je fais ce que je suis contente de faire. Donc, qui est un petit peu, les contradictions vont toujours exister, bien évidemment, mais qu'elles ne soient plus aussi manifestes. C'est pour ça que cet espace pour pouvoir parler, pour pouvoir dire toutes ces choses bizarres qui m'arrivent. Alors, et on va voir, donc ici, pour arriver sur le sujet, où je ne sais pas si on pourrait peut-être parce qu'on va voir que chez l'être humain, vont devoir se construire aussi, vont devoir se construire chez l'être humain. Alors il va y avoir la nécessité, où on pense que la nécessité, c'est quelque chose qui va se construire de façon innée, hein. L'enfant va naître et il va avoir besoin de lait pour... il va avoir faim, hein, mais je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est inné la faim chez le bébé. Parce que des fois, le bébé, il pleure, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas s'il pleure parce qu'il a faim, sinon qu'on lui donne à manger. Et petit à petit, il va apprendre à manger ou à, euh, à- à jouir de ce lait chaud, hein, qu'il va recevoir. Donc on va voir que tout se fabrique chez l'être humain. Donc il va y avoir le besoin, la nécessité. Il va ensuite avoir la demande. La nécessité, ce serait celle qui vient couvrir la faim. Mais comme vous savez, la nécessité, en fait, chez l'être humain, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans le sens où elle est toujours couverte par d'autres choses. Je mange pas n'importe quoi. Je mange ce que j'aime, à l'heure que je veux, enfin quand c'est possible. Non, c'est-à-dire que nous avons tous notre manière d'être en relation, par exemple, avec l'alimentation. Personne ne mange comme personne, ni au même rythme, ni les mêmes aliments, ni aux mêmes heures, ni... Toutes, nous avons une manière particulière de manger. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est associé au désir. Parce qu'on ne mange pas simplement par besoin. On mange par besoin, mais il y a le désir, parce que dans tout ce que nous faisons, il y a le désir qui vient s'inclure et qui va marquer une différence, une particularité dans notre manière d'être en relation avec ce qu'on pourrait penser qui est quelque chose, mais comme on parlait non, comme on parlait auparavant le fait de parler, et le fait de parler, ça va troubler notre manière d'être en relation avec notre biologie, notre anatomie, hein. Et ici, avec, donc il y a, mais je crois qu'on le verra la prochaine fois, de commencer par la nécessité, la demande et le désir, qui sont trois productions pour l'être humain, trois manières d'être en relation avec trois choses différentes. La nécessité, qu'on va voir que en fait elle est bon, pareil, elle a été touchée. Après il y a la demande qui est en relation avec l'amour, et ensuite il y a le désir, comme des différentes étapes de développement de l'être humain. D'accord? Donc c'est très intéressant. Donc je note ici pour continuer la fois prochaine, chapitre 9, où on va lire chapitre 9 pour voir chapitre 9 pour continuer. Et donc bien sûr on parlera de la maman, de la demande, de l'amour, du désir. D'accord? Tout ce qui est en jeu. Ouh! Il faut que je baille. Tout ce qui est en jeu dans le développement de l'être humain, donc, qui fait partie de la vie de chacun d'entre nous. Donc, merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci de partager sur vos réseaux cet épisode de Psychanalyse pour tous. Et on continue mardi prochain à la même heure. D'accord? Très bien. Bonne continuation à tous et à mardi prochain. Au revoir.